On est sur l'Institut du monde arabe et l'exposition prend la forme d'une gare, la gare de l'Orient Express, devant laquelle sont placées 3 voitures originales de 1929 et une de 1947, dans laquelle la scénographie commence. Cette voiture s'appelle Flèche d'Or, c'est le nom qu'on lui a donné, et donc la scénographie retrace des événements comme dans le Figaro, le premier voyage de l'Orient Express le 20 octobre 1883, avec un premier voyage de presse qui avait été organisé par Nagelmakers, le fondateur de l'Orient Express. Alors, on a reconstitué au fond l'intérieur d'un train, d'un wagon, comme si les visiteurs venaient de descendre pour regarder un paysage. Donc, les voitures sont vides, mais en fait, elles sont pleines de bouteilles, eau de valse, de cartes à jouer, de vin, d'alcool. Bon, ce que font les personnes dans l'Orient Express, où ils jouent aux cartes, où ils font une réussite, ils boivent le thé. Et alors, on voit les traces de visiteurs. Là, c'est la trace d'Edmond About, qui est l'un des premiers voyageurs et qui a écrit ensuite ce livre de Pontoise à Istanbul, un an après le voyage inaugural. Et puis on a un livre de Pierre Loti, qui portait toujours un chèche sur la tête et qui a écrit Voyage au Moyen-Orient et qui lui critique l'Orient Express parce que ça va trop vite. Alors ce voyage dont on fait l'apologie aujourd'hui au nom de la lenteur, de l'art du voyage, est critiqué par Pierre Loti qui lui utilisait le bateau. Et puis alors on raconte l'histoire, c'est la princesse Bibesco, ça c'est sa place, elle a laissé ses gants, qui a écrit sur l'Orient Express, ou c'est encore Graham Greene qui a écrit Istanbul Train, et dont on a reconstitué ici la machine Remington portable qu'il est supposé avoir utilisée dans l'Orient Express. Et puis on a des événements historiques comme par exemple la signature de l'armistice dans le Matin par l'Allemagne en 1918. Et donc l'Orient Express va pouvoir reprendre son cours parce qu'évidemment pendant 4 ans il s'est interrompu. Vous avez ici Joséphine Baker, J'ai 2 amours, avec sa chanson fameuse. On a ici la Stampa, avec l'ouverture du Simplon qui va permettre à l'Orient Express de passer par Venise. Et puis on continue le voyage avec là 4 joueurs de cartes qui sont partis provisoirement. Ils ont laissé leur lorgnon. Ils ont même laissé des billets de 100 francs qui à l'époque représentaient beaucoup d'argent car ils jouaient. Et puis on arrive dans une deuxième voiture, c'est le wagon-lit. C'est le wagon-lit qui a donné son nom à la Compagnie internationale des wagons-lits. Tout est sonorisé, on entend des gens qui ronflent. On entend un homme qui ronfle de manière démesurée, de manière extravagante, et sa femme qui essaye de l'empêcher de ronfler. Et puis, un peu plus loin, on a la trace des demi-mondaines qui faisaient souvent, disait-on, le couloir comme on faisait le trottoir. Et donc vous avez là la Madone des Sleeping. La Madone des Sleeping, c'est la référence à un livre de De Cobra qui a écrit ce fameux livre et à côté de laquelle se trouve le compartiment de Mata Hari. Donc on ne faisait pas simplement le couloir, mais on faisait aussi de l'espionnage. Et puis ici, c'est Baden-Powell. Justement, c'était en fait non seulement le fondateur du scoutisme, mais c'était aussi un espion de Sa Gracieuse Majesté, qui faisait souvent le trajet entre l'Inde, les Indes, comme on disait, et Londres, en passant par l'Orient Express. Et puis alors, vous avez Bon baiser de Russie, le fameux film, avec James Bond en personne. Et puis alors là, il y a un cadavre. C'est vraiment hyper réaliste puisque c'est en fait le compartiment de la victime du crime de l'Orient Express, imaginé
par Agatha Christie. Alors le sang coule, il y a une flaque importante évidemment, il a reçu 12 coups de couteau. Et alors, quelle est la solution de cette énigme qui est posée? Quelle est la solution? Qui est le meurtrier? Eh bien, c'est Hercule Poirot qui va vous le dire dans le wagon suivant, qui est le train bleu, qui est également la voiture bar. La voiture bar, comme vous la voyez. Et puis, on a ici la solution de l'énigme, c'est-à-dire qu'on a le film Le Crime de l'Orient Express de 1976, qui est projeté exactement sur une des fenêtres du compartiment et dans lequel on voit les différents comparses au moment où Hercule Poirot va les démasquer. La preuve, je vais vous la donner. Hercule Poirot est là, son chapeau melon, sa canne à pommeau, et puis l'auteur de ce roman, qui est Agatha Christie, elle est supposée écrire ici, c'est sa place, avec les éléments de la documentation, la disparition de cet enfant Lindbergh, qui lui donne des idées pour écrire ce roman. En face d'elle, Max Mallowan, son mari, qui était archéologue. Et puis voilà quelques-uns des comparses qui, en réalité, se sont donné rendez-vous dans le train pour tuer la victime de 12 coups de couteau, si bien qu'on ne sait pas qui a pu donner le coup de couteau, mais ils sont tous meurtriers solidaires. Et comme la victime est peu recommandable, finalement, Hercule Poirot refusera de les dénoncer. Et donc, tous coupables, mais finalement, peut-être pas tous responsables. C'est une manière de conclusion de ce crime de l'Orient Express. Alors, après cette visite in situ de ce train, eh bien, l'exposition se transporte dans Lima même, dans une scénographie immersive également. On quitte le vrai train pour entrer dans un train de légende, dans un train virtuel, dans un train recomposé qui va nous faire voyager comme si on y était à travers l'Occident jusqu'à Istanbul et ensuite dans les pays arabes. Là, on est dans la deuxième partie de l'exposition. Après avoir découvert la scénographie des voitures, des vraies voitures de l'Orient Express, on entre dans le musée, au fond, de l'Orient Express, la suite de l'exposition. Et on commence par le personnage de George Nagelmaker, qui est un personnage assez extraordinaire parce qu'il a inventé la compagnie des wagons-lits, il l'a créé, et le concept d'Orient Express, c'est-à-dire d'un train qui, en 4 jours, fait la liaison Paris-Istanbul. Alors, George Nagelmaker, on l'introduit par une présentation, au fond, du train dans le cinéma. Et l'un des premiers films qui existe, c'est un film des Frères Lumière, qui est très connu. C'est l'entrée d'un train dans la gare de La Ciotat en 1895. Et donc c'est intéressant de voir que l'Orient Express est un petit peu antérieur à l'histoire du cinéma, dans la mesure où il a été créé en 1883, alors que le cinéma, c'est 1895. Mais en même temps qu'il est dans le cinéma, le train est présent dans la peinture. Et donc, on présente, au fond, dans le bureau de Nagelmaker, des artistes contemporains de ce personnage. Une peinture de Derain, par exemple, prise à Londres, sur le pont de Charing Cross, avec le train qui circule. Et on sait que l'Orient Express partait de Londres, dans certaines versions. Et donc, l'exposition, grâce à Clémence Farel, fait passer sans arrêt le visiteur de la position de géant par rapport au train ou de lilliputien par rapport au train. Le visiteur est à la fois voyageur et visiteur, voyageur et acteur, puisque dans le train qu'on vient de visiter, il prend son appareil photo, il prend sa caméra et il filme lui-même les scénettes qui sont présentées. Et donc c'est une exposition dont on peut dire qu'elle est très immersive, qu'elle est très interactive et qu'elle transforme le visiteur non pas en spectateur mais en acteur. Les mâles sont
2 fois plus hautes que les visiteurs, et ce sont des vitrines. Et donc, on change sans arrêt de cette position. Et donc, les mâles présentent 3 vitrines. Une vitrine sur les objets d'art qui se trouvent dans l'Orient Express. Il y a beaucoup d'objets d'art qu'on peut voir, que ce soit des compartiments, des décors, que ce soit des incrustations de verre, de pâte de verre, notamment de lalique, ou que ce soit simplement les objets utilisés quotidiennement au titre de la vaisselle. Et donc là, c'est au fond le musée de l'Orient Express, dont on dit qu'il est un palace sur roue. Et puis ensuite, on a les objets du voyage. Donc on a notamment les malles. Donc on présente les malles utilisées par les visiteurs dans des grandes malles. Donc là encore, on change d'échelle comme on le fait en permanence dans cette exposition. Donc là, on voit les très belles malles qui pouvaient être utilisées par les voyageurs, au fond pour ce qu'on peut appeler un art du voyage qui permettait d'allier l'aventure et en même temps la lenteur. Donc c'est ça le paradoxe de cette exposition, enfin l'un des paradoxes sur lesquels on joue, c'est l'art du voyage en 4 jours, donc avec une certaine lenteur, et en même temps c'est la vitesse, puisqu'on dit un palace sur roue, et qu'en 4 jours on peut atteindre Istanbul. Et puis il y a une troisième malle qui va traiter à la fois de la communication et de la technique. La communication parce que Nagelmakers est un homme qui va réussir à créer le mythe de l'Orient Express par un art consommé de l'image. Et donc non seulement l'Orient Express va rentrer dans le cinéma, mais l'Orient Express va utiliser les images du cinéma et on met en particulier l'accent sur le film le plus célèbre qui est à partir du roman d'Agatha Christie, Le crime de l'Orient Express, dont on a vu tout à l'heure qu'il était mis en scène dans le train, dans les 3 voitures ouvertes au public. Alors ces 3 voitures, sur le plan technique, elles sont présentées ici à partir de dessins, les dessins même qui ont été faits par Nagelmakers. En même temps, dans cette première salle de l'exposition intérieure, outre l'ensemble du diaporama qui donne l'illusion qu'on est dans le train, qu'on voyage avec lui, il y a un certain nombre d'anecdotes, plus ou moins croustillantes, qui permettent aux visiteurs de se remémorer ou de comprendre des événements qui ont pu se produire, comme par exemple le roi de Bulgarie qui demande au conducteur de lui laisser les manettes et puis qui les prend et accélère tellement dans le virage que les voyageurs se trouvent tout d'un coup pris dans une sorte de vitesse excessive, ponctuée de coups de sifflement, car le roi joue au train, en quelque sorte, comme un enfant. Il faudra le rappeler à l'ordre, mais il répond « Je suis en Bulgarie, je suis chez moi, je suis le roi ». Et donc, on a traversé l'Occident. C'est la première salle. On a fait ce voyage de la traversée de l'Occident qu'on a pu notamment visualiser par cette sorte de panneau signalétique qui était en vigueur dans le métro parisien dans les années 60, 50, 60, 70, bon, qui n'est plus en usage aujourd'hui. Et donc c'est un clin d'œil à la fois au passé et en même temps au présent. On traite l'Orient Express au fond comme une ligne de métro, un ensemble de lignes de métro entre lesquelles les visiteurs peuvent se repérer en appuyant sur des boutons. Et puis ensuite on descend vers l'Orient, puisqu'on vient d'arriver à Istanbul, on descend vers l'Orient dans une autre salle où la scénographie fonctionne toujours sur le principe des malles, puisqu'on est dans le voyage. Mais les malles orientales, comme on peut le voir, sont très différentes des malles occidentales. Les malles occidentales sont orthogonales, elles sont de même couleur, la même couleur bleue. Les malles orientales sont chamarrées, on y voit du jaune, du bleu, du rouge, du violet, et elles sont organisées de manière beaucoup plus capricieuse, peut-on dire, en tous les cas non orthogonale, ce qui permet de dégager
dans la circulation des visiteurs des formes de ruelles semblables à ces ruelles des villes arabes ou des kasbahs dans lesquelles on peut se perdre, mais aussi on peut tomber sur des découvertes qui prennent la forme de photos, de documents relatifs à toute une série de thèmes que l'on va présenter. Par exemple ici, la première photographie que l'on ait d'Istanbul, la première vue aérienne, qui est de 1919, et que l'on met en parallèle avec une carte de 1916. On va traiter aussi de l'histoire, parce que l'Orient Express, c'est l'évolution des relations entre la France, l'Europe, également les pays du Moyen-Orient, pendant 100 ans. Et donc cette carte géopolitique, qui est animée là encore par un petit train que l'on voit circuler, cette carte géopolitique de l'Europe et de l'Orient, permet aux visiteurs de bien comprendre comment les frontières ont évolué, puisque Nagelmaker, c'était sa grande pensée, voulait faire l'unité de l'Europe et l'union de l'Occident et de l'Orient par le train. On voit comment le monde évolue pendant que l'Orient Express lui-même va se développer. L'Empire ottoman occupait pratiquement les 2/3 de la Méditerranée, des contours de la Méditerranée, en 1832. Alors l'Égypte, bien sûr, et on le voit apparaître par une modification de la carte, l'Égypte va prendre, dans les années 30, une indépendance par rapport à Istanbul. L'Algérie va être occupée par la France, et peu à peu, l'Empire ottoman va perdre de son influence, notamment par la création de la Serbie, de la Roumanie, de la Bulgarie, le Monténégro. Et puis, au fur et à mesure de l'histoire, en 82, la France sera présente en Tunisie. Et puis après quoi, les Anglais vont arriver en Égypte en 82 et à Chypre. Et puis, il va y avoir la guerre de 14-18. L'Orient Express s'arrête, mais les révolutions politiques vont être considérables. L'Italie est présente en Libye et à partir de 1923, l'Empire ottoman a disparu définitivement. Il devient simplement la Turquie. Il est remplacé par la Turquie, État moderne qui se veut comme tel, pendant que la France et l'Angleterre se partagent, au nom de la Société des Nations, un mandat sur le Liban, la Syrie et sur l'Irak, respectivement. Et puis c'est après la Deuxième Guerre mondiale, nouvelle interruption de l'Orient Express, c'est l'apparition des nationalismes arabes, l'apparition de l'État d'Israël, de la Palestine, et donc la réapparition au fond des frontières, et le train va s'arrêter. Le dernier voyage sera 1977, Paris-Vienne, il se contraindra. L'Orient Express sera remplacé par l'avion, où l'Orient Express n'existera plus, sauf sous forme de quelques croisières de luxe, on va dire, en direction d'Istanbul. Et en même temps, c'est une histoire du cinéma. On a commencé l'exposition par l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, des Frères Lumière. On va voir dans les pays arabes les Frères Lumière qui sont présents et qui montrent une caravane de chameaux, ce qui illustre en quelque sorte deux types de circulation, si l'on peut dire, la mécanique et la traditionnelle à dos de chameau. Et puis on va avoir, puisqu'on parle de cinéma, le premier travelling en 1897, le premier travelling de l'histoire du cinéma, il est fait à Jérusalem. C'est très intéressant de voir le parallèle entre l'Occident et l'Orient à travers le train, et d'avoir ces deux visions, la caravane d'un côté et puis le train moderne et contemporain. Alors les malles, ce sont des documents, ce sont des documents à la fois des guides touristiques, ce sont des affiches, mais ce sont aussi des peintures, comme la petite baigneuse d'Ingres que le musée du Louvre nous prête. On a commencé l'exposition par Nagelmaker, qui est belge. On la termine par un artiste belge. Paul Delvaux pose la question de deux tempéraments, de deux civilisations, celle de la vitesse, celle du temps prolongé, de deux tempéraments, et peut-être même de deux arts,
du voyage, l'art d'autrefois, l'art d'aujourd'hui, et peut-être même une anticipation, c'est ce que la SNCF voudrait d'ailleurs, peut-être demain, un art qui allie à la fois le confort de la lenteur et l'efficacité de la grande vitesse. Ça serait peut-être l'Orient Express de demain, il reste encore à inventer.